Frères et sœurs, bonjour. J'ai toujours ce plaisir de revenir vers vous pour poster, partager des réflexions et ainsi pouvoir échanger avec vous dans la foulée, prendre de vos nouvelles aussi. Et voilà, cette satisfaction de pouvoir partager mes recherches, mes réflexions, de sentir qu'il peut y avoir une certaine utilité à cela. Chose qui est assez importante pour moi, hein. Alors, je dirais que intuitivement, j'ai la sensation en ce moment que le pouvoir doit être prudent, puisqu'à chaque opération agressive, à chaque attaque, je dirais, que ce soit une opération terroriste, une opération médiatique de grande ampleur, là, d'une ampleur mondiale comme nous l'avons connu cette année, il y a le risque pour le pouvoir, pour ceux qui sont au contrôle, aux manettes, d'être démasqués en fait, et aussi de réveiller davantage de monde sur la structure du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'à chaque attaque, il y a des nouvelles personnes qui prennent conscience en fait de cette structure de contrôle dans laquelle nous nous trouvons, et c'est donc dangereux d'y aller trop franco d'une certaine manière. Déjà, il semble que le totalitarisme à l'ancienne, avec contraintes physiques, avec police physique, soit moins efficace et surtout plus voyante qu'un contrôle souterrain, un contrôle sous-jacent des esprits. Un contrôle qui a pu se développer, être développé au siècle dernier à travers toutes les sciences sociales qui ont étudié, expérimenté très en profondeur sur le comportement humain, et ce qui a permis aussi de savoir comment contrôler ce comportement. Ça va des expériences de H, de 1000 grammes, en tout cas beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, avec souvent aussi d'anciens nazis, étrangement, qui se sont retrouvés à faire des expériences sociales. Ça va de là, on va dire la moitié du XXe siècle, jusqu'au premier, on va dire aux premières émissions de télé-réalité de type Love Story, dans lequel nous nous trouvons tous en fait actuellement, puisque nous nous trouvons tous enfermés devant des micros et des caméras ouverts. De ces différentes expériences sociales, il est sorti, je pense, que il y a un certain échec à moyen terme de la méthode musclée, de la méthode totalitaire qui fait usage de la force physique, et qu'il y a beaucoup plus intérêt en fait à contrôler en amont, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'intérêt à susciter l'autocensure qu'à utiliser la censure. Alors je vous parle d'expérience sociale. Là, pendant que je vous parle, je vous remets une vidéo que j'ai tournée pendant que je répondais à un sondage INSERM CNRS Santé publique BVA. Un sondage qui est fait dans le cadre d'une étude de marché pour nous vendre les vaccins. Donc on a carrément la Santé publique France qui travaille en fait pour les laboratoires et qui essaie d'élaborer en ce moment une stratégie vaccinale, hein. C'est pas du tout caché en fait, c'est totalement assumé, une stratégie de vente de ces produits. Donc je vous le mets en fond pendant que je discute. J'ai pas mis toutes les réponses ne sont pas vraies, hein, mais ce qui importe, c'est les réponses plutôt de la deuxième partie du questionnaire qui est en train de défiler. Et simplement pour vous montrer que ce vaccin, ces produits sont en train de nous être vendus, en fait, suivent le protocole marketing habituel pour la mise sur le marché d'un produit. On n'est pas du tout dans le domaine de la santé, on est dans le domaine du marketing, en tant qu'ingénierie sociale, si vous voulez. Donc il s'agit de l'étude Covapred, hein, à laquelle vous pouvez vous aussi répondre. Alors je disais dans quel but? Alors contrôler les savoirs et même plus,
contrôler les mécanismes de pensée. Donc on va former les enfants à certains concepts en fait, et former les adultes aussi en formation continue via les médias, et que ce soit les médias d'information ou de divertissement, puisque les fictions, les films de fiction, les séries, etc. sont aussi utilisés pour faire passer certains concepts, certaines idées subrepticement, par suggestion. Par exemple, on a pu voir la pléthore de films et de séries qui faisaient allusion à une pandémie mondiale. Je veux dire, quand on se retourne maintenant après coup sur ces dernières années, on peut trouver, je pense, des dizaines de productions audiovisuelles qui évoquent la venue d'une épidémie mondiale. Alors évidemment, on va nous dire c'est lié au fait qu'il y en a déjà eu par le passé. On a déjà eu des épidémies au début du XXe, en 1918, avec la grippe espagnole. Bon, on a déjà eu le MERS, le SRAS, on a déjà eu H1N1, mais il semblerait comme ça que il y ait eu un conditionnement des esprits à accepter cette histoire de pandémie mondiale que nous subissons actuellement dans la narration médiatique. Alors bien sûr, il y a vraiment des personnes qui tombent malades, qui ont des syndromes grippaux, ça existe, comme ça a toujours existé tous les ans, mais c'est cette narration, ces réactions totalement disproportionnées de la part de l'État, à laquelle nous avons été préparés donc dans les films, dans les séries, les jeux vidéo, etc. Cette réponse de l'État qui a été présentée comme légitime en fait. Parce que la notion même de politique sanitaire est totalement acceptée, totalement intériorisée aujourd'hui. On va débattre pour savoir s'il faut ou non porter un masque, s'il faut ou non se faire vacciner, mais l'idée même que l'État puisse avoir un pouvoir sur les corps et prendre des décisions de santé pour le troupeau, pour le collectif, ça c'est totalement intégré chez nous, on ne le questionne même plus en fait. La question de la légitimité d'un déploiement d'une politique sanitaire à une échelle nationale, voire à une échelle mondiale. Et tout cela a une histoire, bien sûr, c'est installé petit à petit, parce que je pense que il y a quelques années, peut-être 200 ans, 300 ans, il aurait été totalement impensable pour nos ancêtres de se laisser mener comme ça par le bout du nez, par le pouvoir, de savoir ce qu'on doit faire de sa santé, quoi. Voilà, en tant que parent, j'ai peut-être déjà utilisé certaines techniques de manipulation avec mes jeunes enfants, je le regrette, je me confesse. Mais voilà, un enfant qui veut pas aller se coucher, on lui demande s'il veut mettre son pyjama rouge ou son pyjama bleu. Il ne sait pas qu'il peut refuser tout court de mettre un pyjama, et ça l'empêche encore plus de remettre en cause le fait d'aller dormir. On a fixé son attention sur un point de détail. Et là, c'est pareil. On se demande donc si on doit rendre ou non le vaccin obligatoire, mais on ne remet pas en cause la pertinence d'un vaccin, on ne remet pas en cause la réalité de cette épidémie, on ne remet pas en cause la réalité ou la nécessité d'une politique sanitaire. Disons, on ne remet même pas en cause le principe même du vaccin, la nature de la contagion, la nature des virus, alors que c'est vraiment des questions qui sont éminemment discutées et discutables. Autre notion qui devrait être discutée et qui maintenant s'impose dans les esprits comme une évidence, faut-il expérimenter sur les humains? Faut-il tester des produits non reconnus sur des êtres humains? Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper nouveau parce que il y a encore quelques années, y compris au XXe siècle, on ne testait des produits sans but thérapeutique que sur des condamnés à mort. Aujourd'hui, on teste ces produits sur des bébés, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, on ne les testait que sur des condamnés à mort. Donc après, ça a été d'abord les condamnés à mort, puis ça a été ensuite
ou à peu près au même moment, les enfants trouvés. Il y a aussi toutes des histoires dans les orphelinats où les médecins, en fait, se sont emparés de cette manne d'enfants qui n'étaient protégés par personne, hein, qui n'avaient plus leurs parents. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré d'imprégnation de l'esprit que les parents eux-mêmes expérimentent des produits sur leurs propres enfants. Hein. Alors par confiance, bien sûr. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai emmené mes enfants se faire vacciner quand ils étaient petits, avant de faire des recherches, avant de me renseigner sur la chose. Mais cette confiance, cette imprégnation est telle qu'on on ne se pose plus la question ou on ne se la posait plus. C'est-à-dire qu'il semble logique ou raisonnable de tester des produits inconnus ou même de s'injecter des produits potentiellement toxiques avec quelques risques quand on est déjà malade à la base, hein, pour se sortir de la maladie. Mais s'agissant, donc avec un but thérapeutique, mais s'agissant de personnes saines et d'enfants sains, finalement, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on intoxique des personnes saines en mettant en danger éventuellement cette santé? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais il y a eu un tel travail d'imprégnation des esprits que nous ne nous posons plus la question. Nous ne nous posons plus cette question de la pertinence de prendre un produit alors que nous sommes en bonne santé et un produit risqué. Donc sur l'expérimentation humaine, il y aurait beaucoup à dire et vraiment des choses très moches, très laides. Vous pouvez peut-être aller voir du côté de l'étude de Tuskegee sur la syphilis qui a été faite sur une population de Noirs américains. Alors les Noirs aussi ont souvent été, ont souvent été une population utilisée pour l'expérimentation humaine, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique. Vous pouvez aller voir du côté du scandale du thalidomide, ce médicament qui a engendré de nombreuses malformations des fœtus chez les femmes enceintes dans les années 50. Vous pouvez aller voir l'histoire de la syphilis aussi au Guatemala, 1946-1948. Enfin, je veux dire, le nombre de scandales liés à l'inoculation de produits toxiques est immense, à rallonge. Hein. On pourrait parler du Mediator parce qu'on en a entendu parler il n'y a pas longtemps dans les médias, mais je veux dire, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement qu'on se demande en fait si on a un seul qui vaut le coup d'être pris. Donc ça, c'est peut-être le danger de devenir trop extrême, mais franchement, pourquoi ces expérimentations? Pourquoi cet acharnement sur les populations pour les intoxiquer, puisque ce sont des fins qui sont non thérapeutiques? Alors est-ce que c'est pour vendre à tout prix? Ou même pire, détruire sciemment la santé? On sait que les vendeurs d'antivirus informatiques créent eux-mêmes des virus sophistiqués et les lancent sur les réseaux afin de pouvoir vendre leur antidote derrière. On sait que ça existe pour les virus informatiques. Alors pourquoi ça n'existerait pas du côté des laboratoires pharmaceutiques qui ont une puissance de feu marketing et, et financière énorme? Alors, est-ce que c'est pour tuer, pour détruire, pour le plaisir de faire le mal? C'est vraiment difficile, en fait, quand soi-même, on n'a pas de désir particulier d'amasser beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, on a du mal à s'imaginer que certains sont dans cette démarche-là. Pouvoir de contrôle absolu, y compris sur les esprits. Mais il faut croire que cela existe, puisque tous les indices que nous donne ce monde vont dans ce sens-là. Il existe des personnes qui ne vivent que pour prendre le pouvoir sur leurs semblables et le pouvoir total, hein, parce que ce sont des gens qui sont qui vivent dans un tel monde, dans un tel état d'esprit, aussi dans un tel niveau de paranoïa finalement, puisqu'ils pensent qu'on veut prendre leur place, hein, qu'ils développent des outils de contrôle d'une sophistication extrême en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vous avez vu se dérouler ce questionnaire qui, moi, m'a estomaqué en fait quand j'y ai répondu. Là, c'était il y a quelques mois, je pense que c'était au mois de juillet. Moi qui avais fait une formation à la création d'entreprise où on m'avait appris à faire un questionnaire d'études de marché. Là, je me suis retrouvée sur le site d'Amélie de la Sécurité sociale à faire une étude de marché pour un produit qu'on voulait me vendre.
Et donc, bon, ben voilà, hein, mes dernières illusions sur, disons, le bien fondé, la bienveillance et la nécessité de cette politique sanitaire qui vient d'en haut, là, tout à coup, m'est apparue totalement inexistante, hein. Voilà, je vous remercie, frères et sœurs, d'être là, et je vous dis à bientôt. Salut.